Bonjour, bienvenue dans Itinumi News, un nouveau format que j'ai envie d'introduire, qui va un peu faire le tour d'actualité des news high-tech liées à l'autonomie. Pas forcément que high-tech d'ailleurs. Alors, première bonne nouvelle, grâce à Bandit et moi-même, on a officiellement lancé le GitHub pour le PV Brain. Voilà. Donc, vous trouvez à l'URL qui est ici. Je la mettrai dans le lien de la description. Mais je pense qu'on fera un live tous les deux pour présenter un peu toutes les tenants et aboutissants. Mais vous avez tout le code et tout ce qui est disponible, les montages, les fichiers Gerber pour commander votre PCB et la liste dans un fichier Excel de tous les composants traversants, faciles à souder ou brochables directement avec des pins Arduino. Voilà, avec le schéma de montage et puis les codes, un exemple de réalisation. Ça, c'est l'expert de Bandy, voilà, et tout comment compiler, etc. Alors là, il faudra compiler avec une box Linux ou Windows parce qu'il va falloir étendre la loop stack et donc pour étendre la loop stack, il faut la librairie Arduino 2.0 et ça, malheureusement, c'est pas dans SIU. Alors, voilà, c'est disponible avec des exemples. N'hésitez pas à venir en parler si vous êtes intéressé dans Réseau Autonome. On a créé un nouveau, là, ici, Blabla PV Brain. Donc, bienvenue participer si vous êtes intéressé à monter cette carte. Elle est open hardware, open source. On vend rien, hein, donc pas besoin de dire combien ça coûte, etc. C'est à vous de vous débrouiller à monter ça. Et par contre, les PCB, ça se commande par lot de 5. Donc, vous pouvez à la limite vous regrouper par 5 utilisateurs pour en monter une. Étant dit, on va avancer et vous savez que ça ici est probablement un des plus grands contributeurs d'ISPOM. Et il vient encore de frapper très très fort. Donc non seulement pour le JKBMS maintenant, il est possible de dialoguer avec votre BMS par le Bluetooth, donc par le module BLE intégré dans votre ESP32, donc ça sera uniquement valable qu'avec un ESP32. Et donc du coup, par le protocole Bluetooth, il est possible aussi maintenant de contrôler les switches, charging, décharging et equilibrate, donc ça c'est cool. Et évidemment, donc ça supporte à la fois la communication RS485 et maintenant en Bluetooth. Alors, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'introduire aussi également les premières ébauches de travail pour des nouveaux BMS. Ici, c'est le JBD qui a pour un peu plus l'équilibreur n'est pas forcément aussi efficace, mais voilà. Il y a l'AND-BMS qui est aussi disponible, troisième BMS, avec les protocoles 2020 ou 2021, donc il fonctionne. Voilà, et là, je crois que pour le protocole 2020, on peut contrôler les boutons de charge, décharge. 2021, c'est pas sûr. Tiens, un module qui est assez intéressant. Donc, Total Count, c'est l'équivalent de T-Cycle. Et avec ça, notamment lorsqu'il va rajouter la partie reset de celui-ci, on pourra faire des statistiques. Combien de fois, par exemple, par jour ou par heure, un événement s'est déclenché. Donc, on pourra intégrer à même un ESP des statistiques, calculer des pré-statistiques au lieu de le faire dans Home Assistant. Donc ça sera cool directement d'intégrer. Et voilà. Et puis, en termes de choses. Vous avez aussi des routeurs, ça c'est un routeur on-grid, hein, donc voilà, injection. Vous avez des chargeurs MPPT, le JNGE qui est disponible, et puis vous avez du Victron, et regardez, il y a même le CPLOS, un quatrième ou cinquième BMS en travail, donc voilà, toute la panoplie des BMS du marché sont à peu près disponibles et connectables à ISPOM. Vous avez même un peu du Victron ici. Vraiment un travail exceptionnel de ça ici. Alors on va continuer un peu ces news et un nouveau produit chez ArtKernel, un nouvel Android. Vous savez que je préconise l'Android C4, je le préconise toujours. Pourquoi? Parce qu'il présente de la mémoire MMC qui est directement clipsable, c'est rapide, il y a 4 Go de RAM, donc c'est ce qu'il faut pour un assistant. Voilà, ça consomme que entre 2 watts, donc c'est super. Mais il y a un nouvel produit chez Android jusqu'à 8 Go. Voilà. Alors attention, celui-ci n'est pas encore supporté par Home Assistant, en tout cas par Asayo, donc ne l'achetez pas encore. Mais il sera supporté un jour. J'ai vu un message comme quoi le développeur de Home Assistant va certainement y travailler. En fait, c'est le chipset, voilà, l'ARM qui n'est pas encore supporté. Donc, ça sera fait d'ici 6 mois, 1 an, je pense. Mais en tout cas, cette plateforme a l'air très sympa. Pas mal de mémoire et la possibilité non seulement d'avoir des mémoires EMC, mais également de clipser, comme vous le voyez ici, par un port M2, je crois, des disques durs SSD, NVIMe, un truc comme ça, je connais plus exactement la syntaxe de ce protocole. Bon, sur des petites cartes, des disques durs comme ça, clipsables, et donc ce qui permet de remplacer allègrement soit de la mémoire eMMC ou des clés USB. Donc ça, c'est du coup, vous pouvez mettre du 1 Tera sans aucun souci. Donc vraiment stocké sur des bases de données sans aucun souci. Et ce qui est bien maintenant avec Home Assistant, vous pouvez même splitter. Vous pouvez mettre par exemple sur la mémoire eMMC juste la partie Home Assistant, Asayo, et la partie data, vous pouvez la mettre sur ça, donc vous pouvez séparer un peu
les destinations. Et ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, 90 euros. Alors moi, je vais en avoir une de carte comme ça, parce que je l'ai commandée par mon travail, mais sachant que je ne vais pas pouvoir encore travailler dessus sur un assistant. Néanmoins, tiens, un autre produit que je voulais vous présenter, eh ben, c'est une nouvelle caméra, le nouveau successeur de l'ESP32 Cam. Et c'est basé sur le nouveau ESP, c'est le S3. Le S3, c'est vraiment en ce moment, c'est le chipset d'Espressif qui est le plus survitaminé. Donc pareil, 3 UART, plein de SPI, plein de GPIO dans tous les sens. Mais l'avantage, c'est qu'il intègre une partie de corps de risque 5. Et risque 5, du coup, vous avez des accélérations hardware de certaines instructions qui sont utilisées notamment pour du deep learning. Et donc du coup, avec ce module, il y a 2 caméras. Moi, je l'ai commandé. Je le recevrai dans quelques jours. Vous allez pouvoir faire de la détection d'objets sur des API de deep learning type PyTorch, etc. Donc ça, c'est intéressant. Et comme c'est expressif derrière, j'espère que et puis que ESP-HOM est déjà en train de travailler sur le SP32S3. Je pense qu'un jour ou l'autre, ce genre de caméra va arriver sur ESP-HOM et du coup, on va pouvoir faire directement récupérer des objets des types images après détection par deep learning. En plus, je vous le dis, avec un collègue, on a créé une base de données multiclasse, mais orientée potager, donc avec des nuisibles, des animaux qui viendraient éventuellement vous bouffer vos plants, etc. Mais avec des belettes, des renards et des chats, des chiens, des choses comme ça. Voilà. Donc du coup, c'est assez intéressant. Ça, j'ai ça dans un coin de ma tête que vous proposez un jour un projet de détection automatique, de remontée d'informations et puis déclencher éventuellement des alarmes sur ESP-HOM à base de deep learning sur une base de données vraiment dédiée autonomie. Alors pour finir, il y a une mise à jour de Home Assistant là, qui est apparue, celle du mois de mai. Donc, et là, il y a eu pas mal de nouveautés, surtout du cosmétique, mais en tout cas où ils ont redéplacé un peu des éléments. Donc faites comme moi je vous conseille jamais, dès qu'il y a une nouvelle release chaque mois, de n'installer jamais la version du mois 0.0, parce qu'elle est souvent des fois buggée, surtout s'ils apportent pas mal de nouveautés. Moi j'attends la 1.2, surtout la X.2 ou la X.3, c'est-à-dire elle arrive 15 jours après, maximum après le lancement, donc vers le 15 du mois. Moi je mets comme mettre à jour, donc quasiment la majorité des bugs de la nouvelle version a été enlevée. Voilà, je vous conseille. Mais du coup, dans cette nouvelle version, ils ont changé pas mal de choses, et notamment dans la partie système, où ils ont tout splitté maintenant dans général. Vous voyez, vous avez tout est séparé, alors qu'avant c'était tout concentré. Vous avez la partie update qui est là, la partie log. Voilà, ils ont tout séparé. Vous avez la partie backup, donc là, c'est là où vous allez retrouver vos snapshots, donc ça, c'est intéressant si vous voulez faire une sauvegarde. La partie analytique, enfin bref, etc. Et puis la partie storage, la partie hardware, vous voyez, je suis sur un Android C4. C'est ici maintenant que vous pouvez pouvoir éteindre votre Android ou le redémarrer. D'accord, donc il faut aller un peu chercher, ou alors vous mettez comme moi les menus de raccourci sur votre dashboard. Et puis autre point, dans Developer Tools maintenant, vous avez un nouvel onglet YALM. Et c'est ici que vous allez maintenant vérifier l'état de vos fichiers YALM de configuration. Donc c'est ici que vous allez avoir le bouton check configuration avant qui était dans système, d'accord. Donc et puis c'est là éventuellement vous pouvez aussi redémarrer juste le conteneur de Home Assistant. Et puis là vous avez le rechargement des fichiers .yalm en mémoire, tous les inputs, etc. Donc ils ont un peu redistribué un peu les choses. Bon, c'est pas mal, sinon ça tourne toujours aussi bien, il n'y a pas de souci, toujours des nouvelles intégrations, voilà. Et je suis assez content. Bon, là, j'ai mon graveur de webcam qui tourne derrière, donc ça rame un peu. Mais tout va bien. Écoutez, j'espère que ce format de Weekly News, de Autonomy News vous a plu. Dites-le moi, et si ça vous a plu, je recommencerai. Je vous dis à